Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo d'installation de Debian 12 sur l'HP ProDesk 600G1. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie, voilà. J'ai envie et je veux vous montrer la partie logicielle du ProDesk. Donc, tant qu'à y être, je vais réinstaller Debian et vous montrer ce qui peut être fait. Donc, je vais pas tout vous montrer, je vais peut-être faire d'autres vidéos sur Debian, où je vais, par exemple, faire un partage Samba, parce que je veux que cette machine-là devienne ma machine à partage Samba pour les vieux PC, parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai beaucoup de vieux PC. Donc, excusez-moi, je suis essoufflé. Donc, voilà, on va démarrer. On va mettre la clé USB de démarrage de Debian. Donc, ça, c'est l'installation sur le net. Donc, c'est pas tout sur la clé USB. Et vu que je suis connecté à distance par ce routeur ici, donc j'ai mis des DWRT et je suis connecté en Wi-Fi sur mon routeur en haut. La vitesse, c'est pas superbe. Donc, pendant que les trucs vont installer, je vais faire pause et voilà. Donc, on va démarrer. Échappe, parce que j'aimerais bien pouvoir accéder au BIOS. Et voilà. Donc, je vais pas le mettre en français parce que, la traduction est pas très bonne. Je vais aller dans le Computer Setup. On va aller voir quelques trucs. Donc, si vous voulez voir le BIOS, voilà. Donc, on a la clé USB détectée. Donc, ça, c'est bon. Storage Option. Voilà. On peut démarrer sur le média de boot et le média de démarrage amovible. SATA émulation, on est en HCI, donc ça va être bon. Boot order. Bon, il voit notre clé USB. Non, ça, en fait, il va falloir le descendre. Voilà. Donc là, on devrait être bon. On fait F10 pour accepter. Security, on peut aller dans le Secure Boot Configuration. Vous pouvez voir, j'ai désactivé le support Legacy, donc pas de CSM. On est 100% en UEFI, même que le Secure Boot est Enable. Donc ça, c'est bon. On a le Drive Lock Security qui permet de protéger, je ne sais pas de quelle façon le disque en SATA, mais voilà, donc c'est toujours intéressant. On a quelques trucs d'alimentation. Donc, voilà. On a quelques supports pour l'alimentation de certains composants, donc le PCI Express et le SATA. On peut changer la vitesse du ventilateur. Et on a quelques options ici, voilà. Je ne vais pas toutes vous montrer. Donc, on peut décider quand que l'ordinateur va démarrer à partir du BIOS. On n'a absolument rien de présent dans les onboard devices. On a quelques trucs ici. Le PCI VGA Palette Snooping. Je ne crois pas que ça va nous être utile. Device Option. On a le Turbo Mode. On peut choisir d'avoir le Numlock. On peut choisir d'activer le haut-parleur interne, parce que oui, on a un haut-parleur interne là-dedans. Le USB Charging Port, parce que oui, le port ici, il supporte de recharger l'USB, même quand il est éteint. Donc ça, je l'ai mis en on. Je crois qu'on a de l'USB 3.0 dans la vidéo précédente, là où je faisais la présentation du PC. Je disais que je ne savais pas si c'était du 3.0 ou du 3.1, mais il semblerait que c'est du 3.0. Et multiprocesseur, ça, je ne sais pas si c'est pour avoir plusieurs cœurs ou pas, mais voilà. On a l'AMT.
Donc ça, c'est bien. Je ferai une vidéo sur l'AMT. En gros, c'est la version Intel V Pro du pauvre qu'il y a sur les ProDesk. Ben, en tout cas, ce ProDesk-là. Mais j'en parlerai pas dans cette vidéo-ci. Je ferai une vidéo dédiée sur l'AMT sur cette machine. Donc, on va faire Ignore Changes and Exit. Oups, non. C'est vrai. Je veux les sauvegarder parce qu'on a changé un truc. Voilà. Voilà. Donc là, il va redémarrer. Voilà, il redémarre. Et là, il devrait démarrer sur la clé USB. Et voilà, nous y sommes. Donc, ça charge. Et voilà, nous avons... Oh, c'est quoi la souris? Ah, ok, non, la souris n'aime pas du tout la texture de la table. Attendez un peu, je vais essayer de trouver quelque chose de plus approprié. Voilà, ça m'a l'air mieux. Donc, français. Canada. Est-ce que l'image est bonne? Peut-être qu'on peut... Ah, voilà. Ça m'a l'air mieux. Oui, c'est bon. Donc, Canada. Moi, j'utilise le clavier canadien multilingue. Et là, on va espérer que l'Internet fonctionne parce que des fois, le routeur... voilà. Il n'est pas très enclin à fonctionner. Tentative de configuration. Je vois des lumières clignoter. J'espère que ça va fonctionner. La configuration automatique a réussi. Bien. Donc, l'ordinateur, je vais l'appeler ProDesk. Voilà. Pas besoin de domaine. Il va en mettre un automatiquement. Ça va probablement être le même. On va mettre un mot de passe très sécuritaire. Et voilà. On va créer le nouvel utilisateur. Donc, voilà. Moi, c'est Lou. On va mettre un mot de passe très sécuritaire. Oups. Voilà, très sécuritaire, je disais. Donc, moi, je suis en temps Est. Donc, ça, c'est bon. Continuez. Donc, voilà, petit chargement. Moi, je fais ma configuration de disque manuellement. Donc, hop, on va créer une nouvelle table de partition sur chaque disque. Voilà. Et on ne va pas toucher à la NVMe. Je vais m'en occuper plus tard. Et on va passer à créer une nouvelle partition. On va passer sur le SSD parce que je crois que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais cet ordinateur-là, bien qu'il supporte les NVMe, ne supporte pas de démarrer dessus. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'option dans le BIOS. Donc, c'est pour ça qu'il y a un SSD à l'intérieur, ben un SSD en SATA, pardon. C'est pour pouvoir démarrer dessus et avoir la NVMe comme reste d'espace que je vais faire, que je vais utiliser pour un partage Samba. Donc là, on va créer la première partition qui va être la partition EFI de démarrage. Hop, on met début. On veut utiliser comme partition système EFI. Voilà, indicateur d'amorçage, il faut vérifier que ça c'est présent. On va lui donner le nom. Ouais, on va l'appeler EFI. Voilà, fin du paramétrage de cette partition. Ensuite, on va créer une autre partition. Celle-ci va être pour le fichier d'échange. Bon, c'est un SSD. C'est pas très bon d'avoir un fichier d'échange sur un SSD parce que ça écrit dessus pour rien, mais j'ai pas de disque dur dans cette machine-là, donc je vais pas écrire sur la NVMe, donc je vais écrire sur le SSD SATA. De toute façon, cet ordinateur-là, l'écriture qu'il va avoir, ça va être sur la NVMe parce que ça va être un ordinateur
un AS en somme pour les vieux PC. Donc l'écriture qu'il va avoir dessus, ça va être sur la NVMe, vu que ça va être la NVMe qui va être partagée en Samba. Donc Linux devrait écrire que très très peu sur le SSD dans SATA, donc je devrais être bon, même si je lui donne même si je lui mets un swap. Donc moi je mets un swap un petit peu plus grand que la taille de la RAM. Si les gens vous disent qu'il faut mettre le double de la RAM, c'est des gens qui utilisent Linux depuis très longtemps. Aujourd'hui, les gens vont pas vous recommander de faire une partition du double de la taille de votre RAM parce que il y a 16 gigaoctets dans cette machine-là. Je ne vais pas réserver 32 gigaoctets de swap sur un SSD pour ça. Donc, je vais mettre 17. Comme ça, on va pouvoir mettre le système en veille ou plus en hibernation même, je crois, pour écrire sur le SSD. Mais voilà, on va pouvoir mettre le système en hibernation parce qu'on a plus que 16 Go, le 16 gigaoctets de RAM. Donc ça devrait être bon. Début. Et on va faire utiliser comme espace d'échange swap. Et ah oui, on va l'appeler swap. Voilà. Oui, non, ça c'est j'ai oublié de cliquer ici. Voilà. Et l'espace libre, on va le mettre pour Linux. Donc voilà. Non, on va l'appeler root. Moi, j'utilise le XT4. Si vous préférez utiliser autre chose, vous pouvez utiliser autre chose. Mais voilà, le XT4 est très fonctionnel. Il y a zéro problème avec. On va formater la partition. Le point de montage, ça va être root, donc slash. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez créer d'autres partitions pour mettre, par exemple, votre temp ou autre partition que ça peut être bénéfique d'avoir séparément, comme votre home ou voilà. Mais c'est une machine très simple, donc j'ai pas besoin de faire tout ça. Linux va être capable de fonctionner parfaitement bien avec, même si j'ai tout mis sur la même partition. Donc, option de montage, par contre, je crois que je vais désactiver le No at Time. Pas de mage des heures d'accès, donc ça devrait réduire le nombre d'écritures inutiles. Et je crois que c'est tout, fin du paramétrage. Et je crois que c'est tout, oui. Bon, donc voilà. On va faire terminer le partitionnement. Faut-il appliquer les changements? Oui. Et c'est en train de se faire. Donc là, ça copie le système de base. Quand on va être rendu à l'installation à partir du réseau, là, je vais probablement mettre sur pause parce que ça ira pas très vite. Je sais même pas si je suis en Wi-Fi AC sur la connexion que j'ai. Donc, ça devrait plus être très très long. C'est une clé USB en USB 3.0, donc elle devrait aller au moins à 30 MHz. Configuration de Linux Image. Puis une fois que ça va être installé, je vais vous montrer quelques trucs que je fais pour rendre le système plus utilisable parce que, ce système-là peut être utilisé comme un système Linux, là, un ordinateur de bureau. Donc, je vais faire en sorte qu'il soit utilisable quand même. Donc, je vais, par exemple, modifier le profil du CPU. Je vais ajouter installer un meilleur pilote pour le graphique intégré Intel. Et on va vérifier même si on peut avoir de l'accélération vidéo ou pour l'encodage et le décodage avec le GPU intégré Intel. Donc là, moi, je suis au Canada, oui. On va prendre debian.org, pas de son, et voilà. Oh, téléchargement, ça va, c'est pas trop lent. J'ai vu pire. Donc là, ça
va me demander qu'est-ce que je vais installer. On va attendre. Ça dit qu'il reste 8 secondes. Ah, parce qu'il faut télécharger d'autres fichiers. Voilà. Donc, voilà. Là, quand on va être passé le choisir et installer des logiciels, je vais mettre ça sur pause. Parce que là, ça va être très long à installer. Mais quand même, je suis très content de Debian 12 parce que j'ai déjà fait une installation de test là-dessus 2 fois. Je l'ai installé sur d'autres machines. Debian autodétecte la majorité des trucs très bien. Il installe des trucs très bien. J'ai vraiment très peu de mal à en dire. Donc, voilà, si vous voulez vous amuser avec Linux, vous pouvez jouer avec Debian 12. Dans le pire des cas, il va falloir que vous lisiez quelques tutoriels pour installer le meilleur pilote ou configurer quelques trucs, mais ça devrait être très très bon. Je ne veux pas participer à l'étude de statistiques des paquets. Bon, moi j'utilise XFCE et non GNOME. Donc on va mettre XFCE. Et c'est tout. Si je veux avoir un serveur web un jour, je peux le faire. Je peux installer les trucs à part. Mais là, tout ce qu'on veut, moi, c'est un ordinateur pour utilisation de bureau et un partage Samba. Donc, pas besoin de cocher d'autres options. Et on fait entrer. Ah, téléchargement, ça va, c'est pas trop lent. Mais je vais quand même mettre sur pause le temps que ça fait tout ça. Bien. Donc, c'est en train de finir de s'installer. Donc là, c'est en train de mettre Grob. Parce que, bah oui, là, moi, j'utilise Grob. D'habitude, j'utilise les trucs qui offrent le moins de résistance. Et vu que Grob est quand même assez bien documenté, bah voilà, là, c'est ce que j'utilise. Il installe le microcode Intel, ce qui est bien. Parce que ce CPU-là est vulnérable à plusieurs trucs. Donc, je suppose que de mettre à jour le microcode, ça permet de régler certains problèmes. Donc, installation terminée. Donc, c'est parfait. On fait entrer et je vais enlever la clé USB quand l'ordinateur va s'éteindre. Et voilà. Donc, la clé USB est enlevée. Et voilà, c'est installé. On peut démarrer dessus, ce qui est parfait. Ah oui, il a détecté la bonne résolution d'écran, c'est parfait. Même si l'écran n'a pas parfaitement détecté l'affichage. Voilà, parfait. Bon. Donc ça, c'est bien. Voilà, c'est déjà démarré, c'est parfait. C'est pas très lent. Moi, là, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on a du... Ouais, on a du... Je sais pas si vous le voyez, parce que c'est pas un très bon écran, mais on a du tearing. Donc, j'ai remarqué que quand j'installais le meilleur pilote graphique pour les vieux iGPU Intel, ça réglait le problème. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va faire... Ouais. Comment qu'on fait pour agrandir le texte là-dessus? J'aime pas beaucoup cette version-là du terminal. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils utilisent celui-là alors qu'ils ont un bien meilleur terminal. Voilà, terminal XFCE, affichage, contrôle plus, ok. Ah. Là, le texte devrait être plus gros. Ah. Non. Bon, là, vous devriez mieux voir. Donc, on fait apt
remove xserver xorg xorg-video-intel. Et si vous n'êtes pas content avec ça, c'est ce que recommande officiellement le site web, le wiki de Debian, c'est ce qu'il recommande officiellement comme d'enlever ce pilote-là et de mettre celui que je vais vous montrer après. Donc, ah oui, attendez un peu. Il faut que je sois le super utilisateur. Donc, SU. Je vais m'ajouter au sudoers. Avac va être content. Parce que c'est de lui que j'ai pris cette astuce-là. Voilà. Là. Donc là, on fait apt remove. Ah, je suis encore en majuscule. Remove xserver xorg-video-intel. Oui. Voilà, donc ça c'est fait. Et là, on va installer le pilote core. Donc, pt install intel-gpu. Oups, non, c'est pas le bon, je me suis trompé de ligne, pardon. xserver xorg-core. Voilà. Donc, ah ben, il était déjà installé. Donc, là, on va faire un petit redémarrage. Et là, j'espère qu'on n'aura plus de tearing dans l'affichage. En tout cas, c'est comme ça que c'était quand j'ai fait le test au préalable. Parce que d'habitude, mes vidéos, je fais au moins un test avant de faire la vidéo pour savoir comment ça va fonctionner. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Donc là, hop, puis... Ah, vous voyez, là, il n'y a plus de tearing. OK. Donc, hop. Ah, c'est encore ce truc-là. Je l'aime pas. Système. Est-ce que ça, c'est bien ajusté? J'ai l'impression qu'il manque une coupe. Ah, voilà, il manquait quelques lignes. Je me disais bien aussi. Donc là, on va installer les utilitaires, l'utilitaire Intel GPU Tools. Donc ça va nous être utile pour tester si on a de l'accélération matérielle, entre autres, pour la vidéo. Parce que si je fais... il faut faire sudo. Voilà. Comme vous pouvez voir, ici, on peut avoir notre render 3D, le blitter, vidéo et vidéo enhance. Donc, on a aussi la consommation du iGPU. Donc, si on va utiliser ça pour montrer qu'on a le support de l'accélération matérielle. Donc là, on va vérifier si on a les pilotes VA. Donc, i9.
j'ai dû mal l'écrire, hein. VA, driver. Il est installé. Donc, on a le pilote VAPI, mais il y en a aussi un pilote qui est non libre. Donc, je vais l'ajouter. On fait ça en faisant nano slash etc slash apt slash source list. Moi, j'aime bien rajouter contrib et non-free. Parce que, voilà, je suis pas non plus un Linuxien extrémiste. Je m'en fous un peu d'utiliser des trucs qui sont non libres. Et dans le deb src, j'oublie toujours s'il faut le rajouter aussi. Donc, je vais le rajouter au cas où. Et voilà. Voilà, donc là, on fait sudo apt update. Voilà, donc ça, c'est bon. On va rajouter i965-va driver-shaders. Donc, il va m'enlever le paquet libre pour mettre le paquet non libre. Voilà. On va redémarrer pour être sûr que j'ai tout, parce que, bah, voilà, je connais pas tout de Linux, donc je sais pas quelle commande il faut lancer pour recharger les pilotes et tout ça. Voilà. Ça charge, ça charge. Bon. C'est ça, un truc qui est bien avec les ordinateurs modernes, c'est qu'ils sont rapides. Même si celui-là a 10 ans. Mais moi, je considère ça un ordinateur moderne. Bon. Donc, on va lancer Firefox. Voilà. Moi, je vais rajouter H264FI. Ajouter. Comme ça va me permettre d'avoir voilà, c'est bon. Donc, on va redémarrer Firefox. Hop. Et on va aller sur YouTube. Voici un petit screen test. Y a-tu un screen tearing? Non, il n'y a pas de screen tearing. Bon, on va affiner la recherche. Oups. Voilà, tearing. Donc là, on ne devrait pas avoir de tearing. On a même accès au son, vous pouvez entendre. On n'a pas de tearing, ça c'est bien. Et là, on va vérifier si on a l'accélération vidéo. Donc, on va faire sudo GPU-top. Et voilà, on a notre vidéo qui fait ses petits trucs. Donc, c'est parfait. Le tout en utilisant que 4 watts. Donc, ça, c'est bien. Donc, j'aime beaucoup cette application-là. C'est juste magique. Donc, voilà. Je vais en profiter pour rajouter quelques petits des éléments. Donc, on va rajouter laissez-moi les retrouver. Graphique processeur, greffon capteur et
Moniteur de fréquence du processeur, voilà. Bon, là, il faut que j'aille dans les options. Core Temp, on va prendre le Package ID. Voilà. Divers, moi, je veux que ce soit toutes les secondes. Et on devrait être bon. Ah oui, puis je veux... voilà, on va enlever l'étiquette. Toi, propriété, je veux à toutes les demi-secondes. Hop, sélectionner. Garder compact. Donc là, on va déplacer ça ici. Déplacer ça là. Et déplacer ça ici. Voilà. J'aime bien faire ça comme ça, donc ça va bien. Bon, ignorer la pub, parce que là, hein? Ah merde, c'est la lecture automatique est activée. On va désactiver ça. On va mettre en boucle. Là. Donc ça, c'est bon. Le processeur tourne à 2 GHz, grosso modo. Il est à 45 degrés et le CPU est presque pas utilisé. Est-ce que vous êtes capable de voir ça même? Je pense que oui. Vous pouvez voir le graphique. Sinon, ben, je peux quitter ici, faire sudo install NeoFetch et htop. On va installer tout ça. Comme vous pouvez voir, le système fonctionne très très bien. Et on lance htop. Donc là, vous pouvez voir que le disque dur fait presque rien. Ben, pas le disque dur, le processeur, pardon. Donc, voilà. Tiens, pourquoi que ma swap ne fait que 15 G alors que j'ai demandé à ce qu'elle fasse 17 gigaoctets? Bon. Ah, oups, la souris n'est pas là, pardon. Elle est ici. OK. Donc, ça c'est pour ça. Je peux même vous montrer le rendu. Donc, un rendu, pardon. Kdenlive. Là, on va installer Kdenlive. Ah, attendez un peu. On va installer Kdenlive et OBS Studio. Ouais, là, ça, c'est mieux. Donc, je vais laisser les paquets s'installer parce que je vais à 4 mégabits seconde, 4 mégaoctets seconde, donc ça va être un petit peu long. Bien, donc ça, c'est terminé. On va donc ouvrir OBS pour commencer. Voilà. Ça, on fait annuler. Hop. Donc, allez la souris. Voilà. On va aller dans les paramètres. On va faire avancer, voilà. On va aller la souris. Cette souris-là a vraiment de la difficulté. C'est quoi cette souris-là que je vous dise que c'est de la merde? C'est une Razer DeathAdder Chroma. Donc, c'est de la grosse merde. Je l'utilise juste parce qu'on me l'a donné, sinon je l'utiliserais pas. Sinon, je l'aurais pas acheté. J'en aurais pas acheté une. Donc, je l'utilise juste parce qu'on me l'a donné. Donc, moi, j'utilise du MP4. Et vous pouvez voir, on a le FFmpeg VAPI H264. On va utiliser ça. Et voilà. 1280 par... Oh non, on va pas mettre à l'échelle. Et on va dire, par exemple, moi j'aime bien utiliser 10 mégabits seconde pour... oui. On va utiliser high. Et là, ça devrait être bon, ouais. Et l'audio, moi j'utilise un débit de 256. Voilà. Et on devrait être bon, oui. On va rajouter une capture du bureau. Voilà, capture d'écran. Et voilà.
Et on devrait être bon avec ça. Donc là, si je fais démarrer l'enregistrement... Ah non, attendez un peu, on va retourner là-dedans. Et on fait... point top. Voilà, on remet ça. Et là, si je fais démarrer l'enregistrement, on enlève ça. Vous pouvez voir, la vidéo, la partie vidéo est utilisée. Et le CPU n'est pas en PLS d'enregistrer le bureau, même le CPU est en très bas usage. Donc, vous pouvez voir, le CPU est à moins de 10% d'utilisation sur tous les cœurs. Donc, voilà, c'est vraiment très très bien. J'adore cette petite machine-là. Donc, voilà. Et on peut arrêter l'enregistrement. Et là, ça, je vais laisser ça activer. Voilà. Et là, on va passer à Kdenlive. Hop. Et on va aller ici. On va ajouter ce qu'on vient d'enregistrer. C'est pour ça que j'ai utilisé OBS. Ah, il m'a fait une résolution bâtard. 1024 par 818. Bon, il va falloir que je configure un peu mieux OBS pour la prochaine fois, mais c'est juste un test. Donc, hop. On est en 30 fps. D'ailleurs, j'aurais préféré en 60, mais c'est pas très grave. Hop. On va glisser ça ici. Et on va tout simplement faire projet rendu. On va créer un nouveau... hop. Lui, on va l'appeler VAPI. On va utiliser... Ah voilà, H264 VAPI. On va utiliser débit binaire constant. Débit binaire... Ah non, on va... Ah oui, non, c'est vrai, il faut que je lui donne un débit pour qu'il soit constant. Donc, on va mettre même 15 mégabits seconde. Voilà. Et audio. Moi, je veux du MP3, pas du AC. Ah non, c'est vrai, le MP4 utilise le AC aussi, donc ça va. Ça devrait être correct. Par contre, je veux 256 pour l'audio. Ça devrait être bon, oui. OK. Donc, hop. J'ai créé mon nouveau truc. On va créer sans titre.mp4 vers un fichier. Là, vous pouvez voir, je fais 60. Mais en tout cas, ça fluctue, mais c'est pas de la merde. Puis vous pouvez voir, ma partie vidéo est utilisée. Donc, voilà. C'est... Moi, ça me fascine, ça, parce que on a fait un rendu en 21 secondes d'une vidéo de... Est-ce que je peux avoir... Vous voyez, la vidéo dure 40 secondes. Ça a été rendu en 21 secondes. C'est sur un processeur de 2014. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste magnifique. Puis c'est même pas un processeur haut de gamme, là, c'est un i5. Donc, ne pas enregistrer. On va ici. Donc, si je fais clic droit, ouvrir avec et VLC, vous pouvez voir la vidéo fonctionne elle aussi. Comme vous pouvez voir, on a voilà, notre partie vidéo, tout fonctionne. Je vais vous montrer le rendu avec Kdenlive. Voilà. Donc, c'est sûr que la netteté n'est pas parfaite parce que, ben, voilà, là, c'est du H264, mais on peut faire un rendu d'une vidéo sur un tout petit PC comme ça, puis ça va fonctionner. C'est juste, j'adore. C'est, voilà. C'est juste magnifique.
Donc, je crois que j'ai assez parlé. Je crois que ça fait peut-être même 40 minutes qu'on est rendu, là, parce que ma vidéo a été sectionnée en deux parce que la carte SD est en FAT32, donc je peux pas avoir des fichiers de plus que 4 gigaoctets. Donc le téléphone coupe la vidéo en section de 4 gigaoctets. Mais voilà, c'est juste magnifique. Moi, ça me met sur le cul, ce genre de choses-là, que sur un PC de 10 ans, on ait ce genre de choses-là, alors que quand j'étais plus jeune, un PC de 10 ans, pour faire des trucs modernes, c'était de la merde. Tandis que ça, c'est un PC qui a 10 ans, il démarre vite, il fait des trucs bien. Voilà, c'est fou. Donc, on va supprimer ça. Hop. Et je crois que c'est tout. Je vais peut-être vous montrer un dernier truc. Si vous voulez changer le profil du CPU, parce que là, en ce moment, il est en SCAD utile, ce qui peut faire en sorte que parfois le CPU va consommer un peu plus que si vous utilisiez un autre profil. Donc, ça, on fait ça avec, encore une fois, c'est pas le bon terminal. Il faudrait que je le change. Voilà, XFCE. Et on va installer un petit truc qui s'appelle, je crois, c'est CPU. Non. Attendez, ça s'appelle comment? Je sais pas si c'est ça. Non, il est pas là. On va faire un search. Ah, c'est dans Linux CPU Power. Pardon. Voilà, donc ça c'est fait. Et voilà. Et là, vous pouvez voir, on a ici une liste de commandes. Donc, on fait CPU Power, Frequency 7. Et là, si je me souviens bien, on va faire Help. Comme vous pouvez voir, on a ici plein de trucs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est l'option G pour le Governor. Donc, est-ce qu'il nous liste pas les governors qui sont disponibles? Ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est les man page pour vous. Donc, mais vu que je le connais, on va juste le mettre. Donc, -G et on demand. Comme vous pouvez voir, on est passé ici à on demand. La température du CPU descend un petit peu. Parce que le CPU est mieux géré pour comment le système est en ce moment. On a aussi d'autres options comme Power Save. Donc là, le CPU passe à 800 MHz et je crois qu'il reste à 800 MHz à peu près, peu importe la charge qu'il y a sur le CPU. On peut vérifier ça si vous voulez. On va faire 7ZB. Ouais, le CPU est au max et on reste encore à 800 MHz. Donc, voilà. Si vous voulez avoir la plus basse consommation possible sur votre système, parce que, par exemple, moi, je vais en faire un NAS. Donc, vous pouvez faire ça, le mettre en mode Power Safe et tout simplement avoir moins d'utilisation d'électricité. Mais même quand il n'est pas en Power Save, de ce que j'ai pu comprendre sur Internet, cet ordinateur-là utilise environ 10 watts quand il fait rien. Donc, c'est rien, 10 watts, là, c'est une lampe Dell. Donc, voilà, là, c'est... Bon, CTRL-C. Et on a d'autres trucs comme... j'ai oublié comment il s'appelle, par contre. Si vous faites Tab, il nous les affiche.
on a performance. Et donc là, notre processeur est à 3 GHz de façon constante, sauf si vous faites une trop grosse charge sur le CPU, parce que 3 GHz, c'est le turbo boost de ce CPU-là. Le CPU, sa vitesse de base, c'est 2 GHz. Donc si on utilise tous les cœurs, vous voyez, ça descend à 2,60 GHz. Donc là, on est limité sur notre turbo boost parce qu'on utilise tous les cœurs. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un script bash pour voilà, là, exécuter ça sans devoir taper toute la commande. Vous pouvez probablement aussi faire en sorte que ça s'exécute au démarrage. Je vais pas trop regarder parce que moi, personnellement, je m'en fous de devoir exécuter un script quand je démarre l'ordi. Mais si vous voulez, vu que ça va être un serveur SMB, je vais probablement regarder pour automatiser ça parce que si le serveur s'éteint puis que je le rallume, j'ai pas envie de devoir brancher un écran dessus pour pouvoir remettre le processeur le gouverneur du processeur on demand. Mais voilà. Bon. Donc là, je crois que j'ai assez parlé. On va fermer ça pour que vous puissiez voir à quelle vitesse s'éteint cet ordi. Donc, éteindre et éteindre. Et voilà, il est déjà éteint. C'est magique. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo en espérant que vous avez apprécié cette longue vidéo. Et à la prochaine.